Bonjour à tous, mon équipe et moi allons vous présenter notre stratégie pour améliorer la situation de la capitale nationale. Afin d'identifier les problématiques prioritaires de la région, nous avons utilisé comme démarche les 5 étapes de détermination des priorités. On a opté pour une approche pragmatique par recherche du consensus, soit la technique du groupe nominal. Normalement, ceci commence par une période de rédaction en silence de 10 à 15 minutes de réflexion personnelle. Ceci est généralement assez de temps lorsqu'effectué auprès de personnes concernées ou connaissant bien la communauté et les problèmes à l'étude. Or, nous avons étendu cette période de rédaction en silence à 1 semaine pour nous permettre d'approfondir nos connaissances sur la région, la communauté et les problèmes. Lors de la rencontre suivante, ceci a permis à chacun d'énoncer à tour de rôle plusieurs problèmes de la région, qui ont ensuite été sujets de discussion. L'identification des problèmes et besoins de soins a principalement été faite via une approche par indicateur et par enquête en consultant des rapports et recensements des centres d'expertise du Québec et de la capitale nationale. Un vote a été effectué afin d'identifier les problèmes prioritaires selon leur secteur. Les problèmes identifiés selon leur secteur sont ici affichés. Moins de problèmes prioritaires ont été ressortis dans le secteur des maladies infectieuses, car la majorité des membres de l'équipe avaient identifié les ITSS comme prioritaires. La deuxième étape de priorisation consistait en une définition des critères de décision. Nous avons opté pour l'importance du problème, la faisabilité et efficacité des interventions, le niveau de prévention à privilégier, peut-on agir sur les facteurs d'émergence ou seulement sur les conséquences, et les populations cibles des interventions, soit définir les populations cibles sur lesquelles il est pertinent d'agir et analyser les facteurs prédisposants, facilitateurs et de renforcement. Ici, l'approche technocratique par indicateur est réutilisée une seconde fois, puisqu'on utilise maintenant les indicateurs comme outil décisionnel pour faire une présélection des problèmes prioritaires en se basant sur les 4 critères précédents. Ces indicateurs sont essentiellement les indicateurs sanitaires, comme les taux de mortalité et de morbidité, ainsi que les indicateurs sociodémographiques, comme la répartition de la population selon l'âge, le sexe et les indices socioculturels dans le but de prendre en considération la diversité de la population et de ses besoins. À la suite de cette étape, 4 problèmes appartenant chacun à un secteur sont retenus. L'étape 4 est une estimation et comparaison des problèmes. Les 4 problèmes restants sont étudiés à tour de rôle et leurs résultats sont comparés à l'aide d'une grille d'analyse algorithme décisionnelle. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. L'importance du problème des ITSS a été considérée faible puisque, bien qu'il varie selon la maladie, en général on remarque que soit l'ampleur est faible, les cas de lymphogranulomatose vénérienne sont rares, l'évolution est en déclin, les taux d'incidence d'hépatite B et C diminuent, ou la sévérité de la maladie est faible, comme la chlamydia et les infections gonococciques qui n'ont pas un taux de mortalité élevé et ont des traitements efficaces disponibles. D'autre part, étant donné la nature des facteurs de risque, notamment ceux associés aux habitudes sexuelles, il semble difficile d'intervenir sur un besoin de service qui n'est pas déjà répondu par les activités de sensibilisation actuelles. Dans ce cas, les interventions au niveau secondaire sont à privilégier et le score attribué à ce problème selon la grille est 12 pour le niveau d'intervention primaire et 9 pour le niveau secondaire. Pour l'obésité, ce problème est important pour la communauté parce qu'il est fréquent, grave et en hausse dans la capitale nationale. La relation avec des facteurs de risque, notamment la nature de l'alimentation et l'inactivité physique, est bien démontrée. Des interventions faisables et efficaces, surtout au niveau primaire, peuvent être réalisées, donc le score obtenu pour ce problème selon les recommandations de la grille est 1. Même chose pour le problème des chaleurs extrêmes qui a aussi un score de 1. Finalement, la problématique des troubles musculo-squelettiques a été qualifiée de faible dû à l'aspect sévérité, où l'impact de l'incapacité provoquée est relativement faible comparé aux mortalités et incapacités associées aux conséquences de l'obésité et des chaleurs extrêmes. Donc, l'obésité et les chaleurs extrêmes sont retenus comme étant les deux les plus prioritaires dans la région et sont comparés par paire. Enfin, l'étape 5 consiste à analyser l'importance du problème et de la capacité du programme. Cette étape a mené à la prise de décision finale et au choix de l'obésité comme problème prioritaire dans la région, ayant une importance considérable d'abord parce qu'il est lié à de nombreuses maladies chroniques qui comptent parmi les premières causes de décès dans la population, et ensuite parce que la proportion de la population présentant de l'obésité est en hausse dans la capitale nationale. D'autre part, la capacité du programme d'intervention est élevée puisque plusieurs préventions faisables et efficaces peuvent aider à régler ce problème tout en s'alignant avec le programme national de santé publique, surtout quant à ce qui est des axes 1 et 2. C'est sous cette notion de faisabilité que nous avons favorisé une intervention primaire sur l'obésité en concert avec ce programme qui veut accroître le rôle de la prévention dans le système de santé et de services sociaux plutôt qu'une intervention au niveau secondaire sur les chaleurs extrêmes. Les individus ont des habitudes de vie qui peuvent ou non contribuer à leur santé et à leur bien-être. Ces habitudes sont influencées par divers facteurs sociaux, économiques et environnementaux,
d'où l'importance de créer des environnements et des conditions favorables à l'adoption et au maintien de saines habitudes de vie. En empruntant de la planification pragmatique pour formuler des plans réalisables, il est important de tenir compte des politiques et actions pouvant influencer nos objectifs. Au niveau gouvernemental, il y a le plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids, cherchant à favoriser une saine alimentation ainsi qu'un mode de vie physiquement actif, ce qui concorde avec notre objectif. D'autres plans d'action peuvent aussi accroître la prévention et améliorer la santé publique. On cite par exemple le plan d'action de développement durable du ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le plan d'action pour réduire la consommation de boissons sucrées et promouvoir l'eau, et plein d'autres dans lesquels notre programme se justifie. La collaboration avec des partenaires est nécessaire pour atteindre les objectifs. Au niveau fédéral et provincial, par exemple Infrastructure Canada et le ministère des Transports contribuent à la création d'infrastructures sécuritaires favorisant ainsi l'adoption de modes de vie actifs. Ainsi, le rôle des entreprises et des milieux de travail est de promouvoir la santé des travailleurs. D'autre part, les établissements scolaires au niveau municipal ainsi que les enseignants et les professionnels de la santé au niveau individuel peuvent aider à favoriser la saine alimentation ainsi qu'au transfert de connaissances quant à l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, pour la prochaine étape, on va regarder le problème de l'obésité au sein de la capitale nationale, plus précisément au niveau du RLS de Portneuf. On va aussi regarder en quoi là, cette problématique est prioritaire et doit être adressée là, en priorité. La problématique identifiée est un taux d'obésité, donc une prévalence qui est en augmentation considérablement au niveau de la capitale nationale et plus particulièrement au niveau du RLS de Portneuf, qui est beaucoup atteint, surtout au niveau des adultes. Le besoin identifié conséquemment, c'est un besoin de santé. Et c'est sur la base là, de la définition d'un besoin normatif et comparatif. Donc, le besoin normatif, c'est qu'on veut atteindre une norme de désirabilité là, parce qu'on sait que l'obésité peut être extrêmement nuisible pour la santé. Et un besoin comparatif, si on regarde la prévalence de l'obésité au niveau de Portneuf comparativement à son propre RSS sur la capitale nationale, on peut voir qu'il y a un écart considérable avec une prévalence de 22,5% pour Portneuf comparativement à 16,1% pour la capitale nationale. Donc, l'écart à combler, finalement, le besoin, c'est de diminuer la prévalence de l'obésité au sein de la population du RLS de Portneuf à un niveau qui est similaire de celui de la capitale nationale. Si on observe la population qui est à risque, en fait, l'ensemble de la population de Portneuf est considéré à risque autant au niveau des enfants que les adultes. On a une population totale de 54 170 personnes là, qui sont potentiellement à risque. Si on regarde au niveau des adultes, des personnes de 15 ans et plus, on constate que 22,5% des personnes là, sont obèses, mais on a aussi une proportion de 34,1% qui souffrent d'embonpoint, qui peuvent finalement basculer là, au niveau de l'obésité éventuellement. Donc, on peut voir que plus de la moitié de la population de Portneuf au niveau des 15 ans et plus ont un excès de poids, ce qui nécessite de s'y attarder. Une autre particularité en lien avec la problématique de l'obésité et le territoire de Portneuf, c'est au niveau du revenu et le statut social. Si on regarde la carte ci présente, on peut voir là, que l'ensemble du territoire est pratiquement rouge ou rosé, ce qui montre un indice de défavorisation matérielle élevé par rapport au RSS de la capitale nationale. Et on sait que lorsque l'indice de défavorisation matérielle augmente, la prévalence de l'obésité augmente aussi. Donc, ça peut quand même avoir un impact important là, sur notre problématique et ça doit être pris en considération. Une autre particularité du territoire de Portneuf, c'est au niveau de l'environnement physique. C'est une région qui est très rurale, donc les villages sont très étalés là, sur un même territoire, ce qui peut causer un enjeu d'accessibilité des différents services au niveau du service de santé et toute autre installation là, et aménagement qui permettent la pratique d'activité physique. Si on peut voir là, dans le cercle en rouge, on peut voir là, qu'il y a plusieurs kilomètres qui séparent les différents CLSC et autres. Et il y a certains villages qui n'ont même pas de CLSC. Si on regarde un petit peu plus à l'est, on peut voir là, que c'est beaucoup plus dense au niveau de la ville de Québec. Donc, on peut voir qu'il y a une inégalité à ce niveau-là. Une autre particularité là, du RLS de Portneuf, notamment en lien avec les habitudes de vie
et de santé là, des habitants, c'est notamment au niveau de l'alimentation. 22,8% là, des personnes de 15 ans et plus consomment des boissons gazeuses ou sucrées au moins une fois par jour. Et au niveau de l'activité physique, on peut voir là, que plus du tiers des personnes de 15 ans et plus sont sédentaires et 23,2% là, des autres sont peu actifs. Donc, on constate là, que plus de la moitié de la population de Portneuf là, a un niveau d'activité physique qui est sous-optimal. Donc, au niveau du choix du problème prioritaire, on a utilisé une approche technocratique basée sur des indicateurs. Donc, tout d'abord, on a utilisé le type d'indicateur sanitaire en regardant notamment là, les morbidités, les comorbidités. On constate entre autres que les personnes obèses souffrent beaucoup plus d'hypertension et de diabète de type 2 que les gens qui ne souffrent pas de problèmes d'obésité. Au niveau socio-démographique, comme on a vu précédemment, on a utilisé l'indice de défavorisation matérielle et cet indice-là est basé sur trois indicateurs, soit le revenu moyen des particuliers, la proportion de personnes avec emploi et la proportion des personnes sans diplôme. Sinon, on a utilisé aussi là, un indicateur au niveau des utilisations des services de santé. Entre autres, là, on peut noter un excédent de 13% de l'utilisation des services là, de consultation médicale pour les gens qui sont obèses. Et au niveau des nuits d'hospitalisation, on voit un excédent de 94% pour les gens qui sont obèses. Donc, c'est qui amène quand même une surcharge du système de santé. Au niveau des ressources financières, on a aussi regardé à ce niveau-là 10% des dépenses liées aux hospitalisations et aux consultations médicales sont attribuées à l'obésité. Donc, c'est quand même des éléments qui penchent beaucoup dans la balance pour choisir ce problème comme étant prioritaire. Donc, tel que mentionné, là, le RLS de Portneuf a un problème d'obésité en hausse au sein de sa population. Et en fait, l'obésité est multifactorielle, conséquence d'un ou plusieurs déterminants de santé faisant défaut, que ce soit au niveau des systèmes, des milieux de vie ou des caractéristiques individuelles sur lesquelles il faut intervenir. Donc, en fait, voici les interventions qu'on propose. Donc, dans le but de promouvoir l'activité physique chez les enfants, on va agir sur les déterminants du milieu scolaire en implantant un programme nommé Trottibus dans les écoles primaires de la commission scolaire de Portneuf. Donc, en 2017, seulement 10,9% des Portneuvois âgés entre 5 et 15 ans utilisaient le transport actif pour se déplacer, donc pour aller à l'école, par exemple. Trottibus, c'est un autobus pédestre qui permet aux élèves de se rendre à pied, accompagnés de parents ou de bénévoles. Puis en fait, ce programme-là se verra adapté à la région de Portneuf dû justement à l'éloignement des quartiers et des services. Donc, les autobus scolaires vont déposer les enfants à environ 1 km de l'école et les accompagnateurs formés les marcheront jusqu'à l'école. Donc, ça a été prouvé que selon la direction de la santé publique de Montréal, chaque kilomètre parcouru à pied sur une base quotidienne est associé en fait à une diminution de presque 5% de la probabilité d'être obèse. Et finalement, en fait, le succès de cette intervention va dépendre de la collaboration entre la commission scolaire de Portneuf, la direction des écoles participantes et les parents bénévoles. Adopter de saines habitudes de vie inclut aussi une saine alimentation, surtout chez les enfants en développement. Donc, les collations représentent un peu plus de 20% de l'apport énergétique quotidien chez les 9 à 13 ans selon l'ISQ en 2011, où 30 à 45% de ces collations-là étaient considérées comme peu nutritives. Donc, on a décidé, dans le fond, d'implanter des ateliers de collation qui seront animés une fois par mois dans les mêmes écoles primaires par les enseignants volontaires ou bénévoles formés, dans le but de faire découvrir justement aux enfants des collations simples à faire soi-même et à avoir des bons réflexes en leur apprenant à lire les tableaux des valeurs nutritives et des listes d'ingrédients. Donc, cette intervention-là va être bâtie étroitement avec les commissions scolaires et des nutritionnistes, ainsi qu'un partenariat avec des supermarchés locaux sera bénéfique pour une faisabilité financière. Donc, toutefois, l'intervention mentionnée précédemment comporte une limite bien importante. En fait, bien que les enfants soient influencés sur le choix des collations, ils n'ont pas vraiment un pouvoir d'achat lors de l'épicerie. Donc, selon une étude effectuée par Pérénis et Marquet en 2014, seulement 11,6% des parents incluaient l'enfant dans le processus décisionnel à l'égard des repas. Et en fait, ça inclut le moment de faire l'épicerie. Donc, c'est pour cette raison qu'une autre intervention visant les parents doit être mise en place. Donc, en fait, elle va viser le même déterminant précédent, donc la qualité de l'alimentation. Puis, en fait, elle va expliquer aux parents comment bien préparer des boîtes à lunch équilibrées en fournissant des recommandations des nutritionnistes par le biais d'ateliers et de séances d'information. Donc, cette intervention va donner en fait une chance aux enfants d'avoir des repas équilibrés, faibles en sucre et en matière grasse, et va donner aux parents les outils nécessaires pour faire des meilleurs choix santé. Donc, pour s'assurer d'une implantation adéquate de l'intervention, la collaboration entre les enseignants, les parents et les nutritionnistes est essentielle.
Donc, le milieu scolaire, là, ça donne déjà de beaucoup d'outils qui favorisent en fait l'adoption de l'activité physique, ce qui n'est pas toujours le cas des milieux de travail. Donc, dans le RSS de la capitale nationale, c'est 44,3% des travailleurs qui ont un faible niveau d'activité physique. Donc, les déterminants visés par la prochaine intervention, c'est la sédentarité chez les adultes, donc plus précisément au travail, en les mobilisant directement dans leur milieu de travail qui acceptent de participer justement à l'intervention. Donc, la promotion de l'activité physique sera effectuée durant les pauses et les heures de travail, mais aussi avant et après les heures pour les personnes qui utilisent le transport actif. Donc, au sein de chaque compagnie, les agents motivateurs seront identifiés afin de recruter et motiver les collègues pour la compétition amicale à l'interne de l'entreprise, mais également entre les différentes entreprises en comptabilisant le nombre de pas quotidiens de chacun. Donc, au final, l'intervention vise à favoriser l'appropriation des pouvoirs des citoyens sur le marché du travail afin de développer un mode de vie actif. Puis finalement, les partenaires à mobiliser sont évidemment les municipalités, les entreprises et leurs dirigeants, ainsi que les travailleurs. Donc, comme mentionné, Portneuf, c'est une région où les services sont plus difficiles à atteindre par transport actif. D'ailleurs, là, le réseau de pistes cyclables est axé sur une utilité davantage touristique, donc peu développé à l'intérieur des municipalités. En fait, justement, il n'est pas surprenant de voir que les Portneuvois de 20 à 49 ans utilisent 98% de leur temps leur voiture pour se déplacer. Donc, puisque l'intervention précédente promouvoit l'activité physique et le transport actif auprès des travailleurs, en fait, il est aussi important d'intégrer des facteurs facilitateurs pour les aider à réaliser ces actions-là. Donc, en se basant sur le modèle Proceed, l'intervention considérant la liaison des agglomérations résidentielles au réseau de transport régional de Portneuf par des pistes cyclables, ainsi que l'installation des stationnements de bicyclettes aux arrêts d'autobus pour incorporer justement une composante d'activité physique quotidienne pour inciter les travailleurs à faire du transport en commun. Donc, une sensibilisation à la sécurité routière devra être faite et c'est grâce à un partenariat avec la MRC de Portneuf, le ministère des Transports et la Corporation de transport régional de Portneuf et les citoyens que l'intervention sera rendue possible. Donc, finalement, l'obésité est multifactorielle. Donc, il n'y a pas seulement l'activité physique et l'alimentation sur lesquelles il faut intervenir. Le stress, c'est un autre facteur qui est très important. En fait, il y a une corrélation justement entre l'accumulation de cortisol à long terme dans le corps et l'obésité. Donc, l'intervention permettra d'agir sur le déterminant des compétences personnelles et sociales, puis en fait, va cibler les adolescents dans les écoles secondaires portneuvoises. Donc, le programme Déstress Progress va enseigner aux jeunes à identifier, à comprendre et à gérer le stress. Et en fait, il sera intégré dans le cursus scolaire où il sera donné en quelques ateliers durant l'année. Il est pertinent de cibler les adolescents car leur cerveau est encore en développement. Puis en fait, la nature des agents stresseurs change vers ces âges-là pour se rapprocher davantage de ceux de l'âge adulte. Donc, dans une optique de prévention des maladies chroniques, il s'agit d'agir en amont, justement, de ce facteur-là. Donc, les intervenants tels que les infirmiers scolaires, les psychoéducateurs, ils vont être formés pour assurer la pérennité de l'intervention dans l'établissement. Puis en fait, pour permettre ce projet-là, il faut s'assurer de l'accord de la commission scolaire, des directions des écoles, la participation active des intervenants, ainsi que la collaboration du Centre d'études sur le stress humain pour en fait l'adapter au contexte scolaire portneuvois. En terminant, il ne faudra bien sûr pas oublier de procéder à une évaluation du programme. Merci beaucoup!